Mesdames et messieurs, nous sommes de retour cette fois-ci pour recevoir notre invité du matin. C'est Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC, un parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Augustin Bissimois, bonjour. Bonjour, Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin. Quand on connaît les embouteillages de Kinshasa, merci d'être à temps. Mais la situation de l'Est nous a motivé à vous inviter, connaissant votre capacité de compréhension de la situation qui prévaut aujourd'hui avec l'agression purement énoncée par les autorités congolaises, avec la présence des militaires rwandaises, mais aussi la communauté internationale des États-Unis qui demande clairement au Rwanda de pouvoir retirer ses troupes. Aujourd'hui, l'expulsion nous avons assisté à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Pensez-vous que les autorités congolaises, comme nous venons de suivre ces discours, sont déterminées à ramener la paix et surtout à faire la guerre pour récupérer les territoires? Bon, bien évidemment, parce que le territoire est pris, un gouvernement responsable, en tout cas, doit se battre pour arriver à défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est ce que nous souhaitons nous tous. Au stade actuel, nous sommes obligés tous à soutenir et à faire en sorte que nous puissions parler un même langage, parce qu'il s'agit du territoire congolais qui est pris. Mais il faut aussi dire qu'il importe sincèrement que les gouvernements puissent travailler de manière à rassurer l'opinion, parce que maintenant là, on a besoin d'une mobilisation générale. On n'a plus de choix. C'est-à-dire nous avons besoin que le pays, toute la population congolaise puisse se mobiliser. Et c'est l'appel d'ailleurs que le docteur Justin Mudekereza a fait en date du 28, je crois. Il a demandé à ce que l'opposition, la majorité, la société civile, que nous puissions nous tous nous unir comme un seul homme. Et là, c'est comme ça que j'ai dit qu'il importe que le gouvernement puisse poser des actes, et des actes qui rassurent l'opinion. Parce que l'État fonctionne avec ces trois éléments: la population, les territoires, n'est-ce pas, et les gouvernements. Alors, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, rupture de cohésion entre ces trois éléments, sinon l'État va connaître des problèmes très sérieux. La population, à ce stade ici, elle est très importante, et il importe que le gouvernement pose des actes, évidemment, qui les rassurent. C'est ce qui permet. Le gouvernement doit poser des actes pour qui favorise l'opinion publique, qui fait que l'opinion publique soit favorable aux décisions prises et aussi comprenne l'importance de l'unité nationale. Bon, absolument, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau où il ne faut pas qu'on se voile de face. La diplomatie politique a échoué complètement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut à ce stade? J'ai essayé un peu d'inventer la fois passée un concept pour les lier, n'est-ce pas, au contexte du moment. Le concept que j'ai inventé depuis un temps, c'est la diplomatie populaire. Il est très important aujourd'hui, à l'absence ou à l'échec de la diplomatie, n'est-ce pas, politique. Doit-on privilégier la diplomatie populaire ou privilégier, donner les moyens aux forces armées pour contre-attaquer et récupérer les territoires? Non, c'est-à-dire qu'en matière de sécurité ou de combat, il y a toujours deux moyens qui sont mis en jeu. Le premier moyen, c'est le moyen militaire. Là, je parle de la guerre, c'est-à-dire la défense nationale. Parce qu'on ne va plus parler de la sécurité, on va parler de la défense nationale. Et là, c'est le phare de ceux qui sont au front. Donc, pendant que le front est ouvert, il faut également des mesures diplomatiques. Et cette fois-ci, ça ne doit plus être une diplomatie politique, parce que celle politique a échoué. Il faut cette fois-ci une diplomatie populaire. C'est là que j'ai dit qu'il importe maintenant. Et comment se définit cette diplomatie populaire? Et donc, c'est ça la mobilisation générale. C'est-à-dire, parce que le diagnostic fait a démontré sincèrement qu'il y a un certain nombre de complicités internationales, bien évidemment, avec ramification au pays, comme l'a dit le président en public lui-même. Mais maintenant, pour arriver cette fois-ci à faire en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, parler directement avec les partenaires bi- et multilatéraux de la RDC,
C'est-à-dire, ça ne va plus être, n'est-ce pas, par intermédiaire de la politique, mais cette fois-ci, la population elle-même doit parler aux partenaires à travers de grandes manifestations populaires. Très bien. Je reviens à vous dans quelques instants. On marque une petite pause et on revient pour continuer cette interview. Tout de suite. La stratégie mise en place est simple. Susciter des foyers de tension et provoquer l'insécurité à plusieurs endroits de la République. Décourager les investissements et empêcher la mise en œuvre du programme de reconstruction nationale. Bref, créer le chaos et justifier la balkanisation de notre pays. Honorables députés et sénateurs, au moment où je vous parle, près d'1 million de nos compatriotes du Nord Kivu vivent le cauchemar d'une guerre que nous n'avons ni directement ni indirectement provoquée. Voilà, nous sommes de retour pour poursuivre cette interview avec notre invité du matin, Augustin Bissimon. Nous rappelons qu'il est secrétaire général du MDVC, parti politique extra-parlementaire de l'opposition. Alors, la mobilisation générale s'impose. Absolument. Parce que, comme je le disais tantôt, la diplomatie politique ayant montré ses limites, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait en termes de diplomatie dans notre pays, en tout cas, n'a pas réussi à convaincre un seul partenaire. La voix de la RDC, depuis que la guerre a commencé, depuis que Bunagana avait été pris, la voix de la RDC n'a pas été entendue dans aucun salon politique au niveau international. Et donc, nos partenaires sont en train de faire semblant, quand bien même le président Tshisekedi a fait des tours partout, en tout cas, les résultats sur le terrain, on sent qu'il y a sourd d'oreille, nous semblons être seuls contre tous. Et à ce stade-là, il n'est plus important, n'est-ce pas, que nous puissions seulement privilégier la diplomatie politique. Il faut, parce que je disais tantôt qu'il faut 2 moyens en temps de guerre. Il y a, n'est-ce pas, les moyens militaires, nos FARDC sont engagés, il y a aussi les moyens diplomatiques. Mais cette fois-ci, c'est la diplomatie populaire, où il faut que les gouvernements mobilisent toute la population. Je crois que ça fait 2 fois que le MDVC demande cela au gouvernement, et malheureusement, le gouvernement fait fi. C'est comme ça que je disais qu'ils doivent poser des actes, et des actes évidemment qui rassurent l'opinion, qui rassurent la population, que le gouvernement veut réellement mettre fin à cette crise. Parce que plus le gouvernement tâtonne, recule, plus la population ne comprendra pas que veut réellement le gouvernement, et là ça va être un danger, il y aura des intéressements, et ça va être très sérieux par rapport à ça. Je disais tantôt, lorsque nous étions la fois passée ici, que le MDVC avait demandé depuis 4 mois que l'on puisse expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Le gouvernement est en train d'hésiter, on ne sait pourquoi. Et décidément, fallait-il attendre que même Rutshuru soit pris pour que cette fois-ci, Tshisekedi comprenne que ça vaut la peine. Parce que la France, à un moment donné, la France avait osé dire qu'il n'y avait pas génocide au Rwanda. Rien que cela, Kagame avait expulsé l'ambassadeur français. 48 heures avaient suffi après cette déclaration-là. Mais pour nous, RDC, le territoire avait été pris par les Rwandais. Mais l'on a gardé l'ambassadeur rwandais ici à Kinshasa. Encore que nous avions documenté sur la question de Vincent Karega. Et nous avons informé le président de la République par un mémorandum. Nous avons dit, faites attention, Excellence. M. Vincent Karega ici avait été renvoyé par l'Afrique du Sud. Parce qu'il avait été, n'est-ce pas, documenté qu'il est très spécialisé dans des politiques secrètes d'assassinat et de manipulation, n'est-ce pas, pour la déstabilisation, n'est-ce pas, de pays. Et quand nous avons documenté cela, nous avons informé. Et lorsqu'on a informé, nous avons parlé même à Delphin Kaimbi, le pauvre. Il a fait aussi une note. Il a renforcé cela. Mais qui a écouté?
qui a écouté, parce que Vincent Karega a étudié au Congo. Il avait étudié, je crois, à Lubumbashi. Et pour cela, il a eu l'avantage de comprendre beaucoup de langues. Et à ce titre, en tant que flic, il pouvait facilement jouer à la manipulation, connaissant la politique de la géostratégie et celle de la sous-région. Il était très bien placé pour manipuler, y compris au niveau de l'armée. Mais décidément, Tshisekedi n'a pas compris. Au nom de leurs relations, je ne sais pas au nom de quoi, Tshisekedi avait dit non, il reste là, nous sommes amis, nous sommes frères avec Kagame. Et cela nous a coûté cher. Voilà, aujourd'hui, il a fallu attendre que même Bunagana, plutôt Rutshuru, soit pris pour que cette fois-ci, il accepte de l'expulser. Et donc, vous allez même aussi constater que quand on l'expulse, il va au Congo-Brazza. Parce que désormais, il y a des relations qui se développent et qui sont très évolutives entre le Rwanda et le Congo-Brazza. Et tout ça... Donc il n'est pas parti par Brazza pour prendre Rwandais, mais c'est pour d'autres raisons. Non, mais en tant qu'analyste, nous n'allons pas comprendre sincèrement, mais nous disons, connaissant très bien l'évolution des relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo-Brazza, il y a lieu de comprendre que les gars a une mission, ou avait une mission au Congo, et qu'il n'avait pas encore très bien fini, et il continue, et il doit rester à côté de nous pour très bien la finaliser. Et donc, c'est ça le danger. Donc, Vincent Karega a quitté les sols congolais, mais il n'est pas encore arrivé au Rwanda. Il est au Congo-Brazzaville. Il est au Congo-Brazzaville. Et c'est là que nous disons, parce qu'il y a des hectares et des hectares que le Congo-Brazza a donné au Rwanda pour essayer un peu d'activer, n'est-ce pas, l'agriculture. Mais qui est entre guillemets. Ah oui, entre guillemets. C'est-à-dire que le Rwanda va envoyer une grande population, ça peut être des militaires, mais qu'on va envoyer comme des agriculteurs pour rester justement à côté de nous. Avec à la porte de Kinshasa. Ah oui, avec cette politique de pouvoir nous déstabiliser à l'est comme à l'ouest. Bon, entre-temps, la diplomatie de notre pays, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça? C'est là que je disais que, j'étais ici la fois passée, j'ai dit que la diplomatie de notre pays est tellement balbutiante qu'elle n'arrive pas à convaincre qui que ce soit. Parce que Crispin, lorsque vous voulez être amis à tous, dans un contexte où il y a un problème entre les entités géopolitiques, eh bien, vous risquez de vous griller les doigts. On ne refuse pas, évidemment, qu'on puisse coopérer avec tout le monde, mais il faut faire l'analyse de la situation contextuelle. C'est-à-dire, il est arrivé un moment où la Russie a développé une guerre importante contre l'Europe et tout l'Occident. Mais pendant ce moment-là, chaque pays devrait afficher une attitude responsable. Soit on s'abstient, soit on prend position. Mais lorsque vous allez partout, vous ne rassurez personne finalement, et du coup, vous vous faites mal. C'est comme ça que j'ai dit tantôt. Lorsque, à un moment donné, vous avez suivi que l'on voulait développer des discours du genre « oui, nous allons à Russie, nous allons à Russie ». C'est comme si on voulait faire peur à l'Occident. Mais entre-temps, quand on déclare cela, on veut quoi exactement? Est-ce que l'on veut faire peur à l'Occident en disant cela? Si oui, est-ce qu'on se rassure que tous les pays, les 9 voisins qui nous entourent, sont déjà aussi avec la Russie? Si tous les 9 pays qui nous entourent ne sont pas encore avec la Russie et qu'ils sont encore avec l'Occident, et que c'est pendant ce temps que nous pensons aller de l'autre côté, eh bien, ces pays vont nous faire des bêtises. C'est ce que je disais tantôt, la diplomatie qui balbutie. Entre-temps, si vous avez suivi Patrick Mouy à la fois passée, il dit que rien ne peut empêcher le déploiement des forces régionales dans notre pays. Ça encore. Et la bêtise persiste. C'est-à-dire quoi? Au niveau du MDVC, nous disons, la bêtise persiste en ce sens que l'ONU nous a dit que la seule solution est le politique. Nous devons dialoguer avec le Rwanda et l'Ouganda. Au niveau du gouvernement congolais, on ne s'est pas posé la question de savoir comment est-ce qu'on nous ajoute l'Ouganda comme interlocuteur, alors que nous sommes avec lui en mutualisation des forces contre les ADF. Alors que nous sommes avec l'Ouganda, n'est-ce pas, au niveau de l'EAC, et que l'Ouganda va faire partir
n'est-ce pas, de ces forces qu'on va déployer. Parce que j'ai suivi la fois passée, je crois avant-hier, au niveau du Kenya, on a été clair que dans 72 heures ici, on va déployer les forces de l'EAC. Mais maintenant, le débat, c'est quoi? Si l'ONU estime que l'Ouganda fait partie aussi des protagonistes de la RDC et que nous avons l'Ouganda dans l'EAC, dans la force régionale, pour venir combattre maintenant qui? Au niveau de la communication, il y a aussi une certaine ambivalence. Le gouvernement, quand il communique, il parle du M23 soutenu par le Rwanda. Lorsque l'armée communique, l'armée parle du Rwanda et de l'Ouganda. L'armée vous dit qu'il y a les militaires du Rwanda et ceux de l'Ouganda au front. Mais le gouvernement ne le dit pas. Et donc cette ambivalence-là ne rassure pas l'opinion. C'est comme ça que nous avons dit, nous au niveau du MDVC, nous voulons comprendre sincèrement à quoi le régime en place joue. C'est cela que je dis qu'on doit nous rassurer, nos populations, pour qu'on puisse comprendre comment nous allons appuyer, n'est-ce pas, les mécanismes ou les plans qui sont en place. Mais il faut comprendre tout plan. Si vous ne le comprenez pas, eh bien, ça va être un problème que nous puissions l'appuyer. C'est comme ça que j'ai dit. Alors, il y a une question qui m'est venue en tête. Quand vous avez parlé de la communauté internationale qui impose le dialogue au gouvernement congolais, et on impose le dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda. Alors, et vous avez démontré que dans 72 heures, la force de l'EAC va se déployer dans l'Est. Alors, la question, est-ce que la présence de forces militaires de l'EAC ne va pas imposer à la RDC une zone tampon et imposer à la RDC un cessez-le-feu, et comme ça, nous risquerons de connaître réellement la matérialisation de la balkanisation. Bien évidemment, Crispin, je l'avais encore démontré ici la fois dernière. Parce que comment est-ce que l'on peut comprendre que le Rwanda nous agresse, l'Ouganda aussi est visible sur les fronts, soutenant les M23, mais la bêtise persiste que la force vienne et que l'on n'est pas parvenu, avec l'évolution de la situation sur le terrain, un gouvernement responsable ne soit pas capable de renégocier l'accord de l'EAC. L'accord qui accepte le déploiement de cette force, qui inclut, parce qu'il se dégage qu'à un moment, on avait obtenu que le Rwanda ne participe pas. Avec raison, et nous avons salué. Mais maintenant, on s'est rendu compte que le Rwanda a sollicité plus tard que rien ne pouvait justifier qu'il soit exclu alors qu'il est membre de l'EAC. Alors, supposons que le Rwanda ne sera pas, n'est-ce pas, de la partie. Mais maintenant que l'Ouganda sera de la partie. Et qu'au niveau des lignes de front, l'Ouganda est visible. Alors, on parle aussi de cette réticence de la Tanzanie. Il y a aussi ça. Parce qu'en fait, il y a des pays qui comprennent très bien, qui savent qu'il y a un certain nombre d'hypocrisies dans les chefs de certains pays. Et il y en a qui n'aimeraient pas se salir. Il se souviendra que lorsque le président Kabila était encore au pouvoir, à un moment donné, au niveau de la MONUSCO, lorsque le CNDP avait blagué, au niveau de la MONUSCO, la seule force qui essayait un peu de combattre à nos côtés, c'était la force tanzanienne. Parce qu'au moins la Tanzanie garde de très bonnes relations non hypocrites avec la RDC. Mais c'est comme ça que la Tanzanie s'est dit, mais pourquoi je ferai partie de cette force? Alors, vous comprendrez qu'un pays qui n'est même pas touché refuse de faire partie parce qu'il connaît ce qui peut arriver. L'histoire avait raconté qu'à un moment donné, à Kisangani, l'Ouganda et le Rwanda s'étaient battus sur le sol congolais. Et on en a payé des prix. Jusqu'aujourd'hui, l'Ouganda est en train de payer parce qu'on avait gagné procès au niveau de la Cour internationale. Et ce procès, c'est des milliards qu'on avait gagnés, mais l'Ouganda avait introduit un recours, et ce recours avait gagné gain de cause. L'Ouganda devrait plutôt payer autour de 500 millions au lieu des milliards. Et il a obtenu que ça se paye, n'est-ce pas, en 5 annuités. Et donc, le premier paiement devrait intervenir le 1er septembre, à la hauteur de, je crois, de 6 millions, quelque chose comme ça. Mais quand l'Ouganda comprend cela, qu'il doit payer tout cet argent,
il doit trouver les mécanismes pour venir chercher cet argent au pays. Et c'est là qu'on est en train de nous voiler de face. On nous bande parce que nous sommes en train de réfléchir comme des petits face à des enjeux de la géostratégie. Et c'est ça la crainte que le MDVC a. Franchement, nous sommes sidérés de constater qu'un gouvernement responsable ne soit pas capable d'être à la hauteur des enjeux de la géostratégie. Alors, quelle est la crainte? Si la bêtise persiste, je vais revenir un peu en Angola, parce que tous les partenaires soutiennent, n'est-ce pas, le processus de l'Angola et de Nairobi. En tout cas, presque tous restent dans cette dynamique-là. Pourquoi ils persistent à ce niveau-là? Parce qu'ils savent que le processus de Nairobi va favoriser l'entrée des troupes qui viendraient aider ou faciliter, n'est-ce pas, un certain plan quelconque. Et donc, malheureusement, on n'a pas tiré les leçons de cela. On nous fait signer un accord de cesser le feu au niveau de l'Angola. Et l'accord a dit qu'après signature, le Rwanda devrait retirer ses troupes. Est-ce que vous avez suivi un moment où la RDC a sollicité la réévaluation de cet accord? Parce qu'il y avait nécessité qu'on puisse évaluer. Où est-ce que nous en sommes? Au lieu que nous sommes au niveau où, au lieu que le Rwanda retire, il renforce. Et au lieu même que l'M23 garde ses positions traditionnelles selon l'accord, eh bien, l'M23 a progressé jusqu'à prendre d'autres territoires. Mais pendant ce temps, on impose encore à la RDC un cessez-le-feu. Ah oui. Non, mais c'est pas qu'on impose parce que nous y sommes. Les FARDC ne peuvent pas attaquer. Pourquoi? Mais non, nous avons signé le cessez-le-feu. Nous avons signé le cessez-le-feu. Lorsque nous avons signé le cessez-le-feu, mais le M23 avec le Rwanda progresse, là, il n'y a pas... Pourquoi ils peuvent le faire, pas nous? Crispin, vous êtes journaliste professionnel. Vous allez suivre les débats sur le terrain jusqu'à ce que Rutshuru soit pris. On va vous dire que le M23 a tenté de déloger les FARDC. C'est ça les discours dans la communication. Et l'on vous dit que les FARDC ont résisté. Est-ce que vous avez trouvé un communiqué ou une communication du genre les FARDC ont tenté de déloger? Mais non. Et c'est dans ce contexte-là de pouvoir, dans les chefs du M23, de pouvoir tenter qu'ils ont réussi à déloger et à prendre d'autres territoires. Parce que les FARDC sont disciplinés. Le commandant suprême a signé un accord de cesser le feu. Et le FARDC, d'abord, c'est la discipline. Ils sont obligés de suivre les pas du commandant. Mais là, le cessez-le-feu se présente comme un guet-apens, comme une piège que nous a tendu. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Ce que je disais, qu'un gouvernement responsable aurait dû se dire, nous devons évaluer cet accord et poser des bonnes questions. Des bonnes questions, c'est quoi? Monsieur Lorenzo, c'est vous qui avez parrainé l'accord. Moi, de bonne foi, j'ai accepté le cessez-le-feu. Et les clauses avaient dit clairement que le Rwanda devrait retirer ses troupes. Où est-ce que nous en sommes? Combien d'hommes ont été retirés et pourquoi? Et si le Rwanda ne retire pas, est-ce qu'il y avait des mesures d'encadrement de l'accord? Je ne sais pas. Parce que pour tout accord, moi, Augustin Bissimois, avec tout ce que j'ai comme n'est-ce pas, connaissance en matière sécuritaire, tu ne vas pas me faire signer un accord sans qu'il n'y ait pas de garde-fous. Des garde-fous, des mesures d'encadrement. Qu'est-ce qui arriverait si, dans X période, il y aurait violation? Est-ce que ça existait? Je ne sais pas. Si oui, c'était le moment que nous puissions demander que l'on puisse sanctionner les contrevenants. Parce qu'il est établi que le Rwanda, en tout cas, a violé l'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait du Rwanda qui a violé cet accord? Curieusement, c'est l'Union africaine aussi qui nous conseille de continuer dans ce processus-là. Même sans sanction, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'Union africaine, on n'envisage aucune sanction, que ce soit l'EAC, là où nous sommes. Alors, quelle est l'importance pour nous? Même pas la SADC. Même pas la SADC. Même pas la SADC. Qu'est-ce que nous faisons dans ces organisations? Eh bien, c'est de l'hypocrisie. On nous jette des poudres aux yeux et malheureusement, nous n'avons pas... Et là, ça donne raison à Claude Bredman qui dit « Le Congo n'a d'amis que lui-même ». Absolument. Absolument. Et fort malheureusement, pour le Congo aussi, il y a un problème de désunion. Il y a un problème d'absence de cohésion. Et c'est un autre danger majeur. Et donc,
pour arriver à cette question aussi, je dois d'abord finaliser, dire que nous avons la peur que les déploiements de la force régionale ne soient une dose supplémentaire qu'on apporte au M23. Là, MDVC, en tout cas, nous avons peur par rapport à ça. Parce que le gouvernement n'a pas réussi à renégocier les deux accords. Le premier accord, celui de l'Angola, il fallait le renégocier pour l'évaluer d'ailleurs, nous en sommes où, et dire voilà, le Rwanda ne s'était pas exécuté, bien au contraire, il a progressé, il a renforcé. Il a violé comme pour, n'est-ce pas, défier Lorenzo et bien d'autres au niveau de la SADC. Eh bien, voilà ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il mérite comme sanction? Il faut faire parler, n'est-ce pas, les alliés au niveau de ces organisations. Il faut les faire parler à travers les moyens probants. Mais on ne les fait pas. Pourquoi? C'est un problème de la diplomatie. Et je l'avais démontré ici que dès lors que vous avez un problème politique dans ce pays, où les patrons de la diplomatie, il est membre d'un parti politique dont le président sera candidat aux prochaines élections, et donc il y a un problème, on ne lui fait pas confiance. Le président sait faire seule sa diplomatie. Or, on ne peut pas connaître tout. En matière politique, il y a des secteurs régaliens, il y a des secteurs où on ne peut pas être fort en tout. Si le président Tshisekedi est fort en communication, là je salue, parce que c'est vrai, il communique très bien, ce n'est pas pour autant qu'il doit être aussi fort en matière diplomatique. Mais comme il veut faire le tout seul, étant donné qu'il n'est fait, le Sénat est censé faire la diplomatie. Parce que dans notre pays, en réalité, et un peu partout, le Sénat a un rôle très important dans la diplomatie politique du pays, c'est le Sénat. Et maintenant, est-ce que l'on fait confiance à Bati Lukwebo? Est-ce que l'on fait confiance à Mbosso? Non, mais tous ces gens, Tibassou doit vous dire, tous ces gens-là, Tshisekedi sait très bien qu'ils viennent du FCC. Et jusque-là, quand bien même il leur donne l'espace pour avoir les billets verts, mais en termes de confiance, il n'y en a pas. À quelle occasion on a discuté sur le déploiement de la force de l'EAC au niveau de notre Parlement ici? Aucun jour on a parlé de ces questions-là. Parce que Tshisekedi ne veut pas associer ces gens. Et ces gens aussi ne veulent pas poser des questions parce qu'ils ne sont pas dans ça. Tshisekedi a trouvé que ce qui les intéresse, c'est les billets verts. Et il leur a laissé le terrain pour les papiers verts. Et c'est tout. Et ils ne veulent pas poser des questions. Ah donc, à ce jour, le Parlement congolais devrait engager la parlementaire. Absolument. Actionner la diplomatie parlementaire. Absolument. Parce que les éléments sont là, Crispin. Je vous les présenter ici. Mais ces éléments, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on nous dit l'opposition doit donner des propositions concrètes. Bon, je pense que s'il y a l'opposition dans ce pays qui fait des propositions concrètes, franchement, s'il faut proclamer, le MDVC passe en tête. Nous écrivons, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'on fait de nos écrits. Alors, tout est fait pour mettre à genoux la RDC. On nous fait signer les accords de cessez-le-feu quand on sait que avec les cessez-le-feu, on va imposer les dialogues. Ah oui, c'est ça les débats. Et les débats, c'est à ce niveau-là. Et il importe maintenant que l'on puisse comprendre. Parce que le MDVC, lui, a quitté, n'est-ce pas, sa zone de l'opposition. Et depuis un temps, le MDVC est dans la zone de la patrie. Et là, nous sommes en train de répondre à l'appel du docteur Justin Modekereza, le président de notre parti, qui veut que, au stade actuel, tant que l'Est est dans une situation de sang, nous devons d'abord rompre notre casquette de l'opposition, parler patrie. Alors, c'est comme ça qu'il nous a instruits. Nous avons mené un sit-in à l'Union européenne. Parce que nous considérons que l'Union européenne a plus de 26 pays étant membres. Et tous sont influents au niveau des Nations Unies. Le premier influent, c'est la France, en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, nous sommes allés là-bas et nous avons présenté un mémorandum. Le mémorandum avait dit clairement que l'Union européenne puisse influer pour que les Nations Unies sanctionnent le Rwanda. Parce que l'on ne peut pas comprendre comment il est établi avec le preuve tangible des rapports des experts des Nations Unies que le Rwanda appuie le M23. Mais maintenant, depuis que ces rapports sont entre les mains des Nations Unies, qu'est-ce que les conseils de sécurité des Nations Unies en font? Et ça, nous avons dit, c'est un débat. Et ce débat-là,
est en train de prouver sincèrement qu'il y a un complot contre nous. Personne ne veut nous écouter. Et c'est comme ça que nous avons dit, faisons les premiers pas. On a fait ce sit-in, on a déposé les mémorandums et on a dit, nous dénonçons cette coopération, n'est-ce pas, avec un certain nombre d'hypocrisies. Ils nous ont invités. Hier, je vous ai partagé, je crois, les éléments. Hier, on a discuté avec la section politique de l'Union européenne et nous avons présenté beaucoup d'aspects. Et donc, face à votre exposé, c'est quoi leur réponse? Bon. Comment ils réagissent? Et donc, nous avons senti que tous sont, en tout cas, dans les schémas de comment dirais-je, de la voie politique. Et pour eux, la voie politique, c'est le dialogue. Alors, lorsque nous trouvons que l'ONU campe sur la position du dialogue, on trouve que le secrétaire d'État américain avait penché sur le dialogue, on se rend compte que tout le monde est en train de résister par rapport à ça, l'Union africaine, même chose. Et donc, on se rend compte que nous sommes abandonnés à nous-mêmes et le plan existe. Parce qu'on sait très bien qu'on pourra nous avoir sur cette table-là. Et nous avons posé des questions de fond hier à l'Union européenne. Si l'on dialogue, on va dire quoi? Parce que le Rwanda a un seul motif. Son alibi, c'est quoi? Les FARDC combattent aux côtés des FDLR. Et le Rwanda s'est dit, pour moi, je dois anticiper en termes de ce qu'on appelle, ce que nous appelons l'internationalisation de la sécurité. Et donc le Rwanda dévance par crainte que les FARDC et les FDLR ne puissent, et ça c'est un alibi, un mensonge de surcroît. Mais maintenant, si on veut les dialogues, comment on va mettre fin à cela? Parce que ce n'est pas la RDC qui a fait venir ces FDLR au pays, c'est les Nations Unies. Là, nous sommes en 94, où l'on nous amène, on nous dit, ouvrez les portes. Il y a des réfugiés rwandais qui vont venir. Eh bien, par hospitalité, nous avons ouvert les frontières. On les a accueillis dans les camps des réfugiés. Et ces camps avaient été protégés par les Nations Unies à travers les HCR, qu'on appelle Haut Commissariat pour les réfugiés. Malheureusement, en 96-97, la guerre de l'AFDL déclenche. Le Rwanda va jusqu'à détruire le camp des réfugiés sous la barbe de la communauté internationale. Or, les réfugiés ont un statut particulier, ils sont vulnérables, on ne peut pas les déstabiliser dans les camps où ils se sont réfugiés. Entre-temps, l'ONU avait accepté que ces réfugiés entrent avec armes et munitions. Quel était l'enjeu, quel était le plan? Et donc, maintenant, là, comme le Rwanda estime qu'il y a les FDLR dans notre pays, qu'est-ce que la RDC va faire? Parce que Kabila, à l'époque, pour vider cet alibi, il avait accepté que le Rwanda fasse entrer ses troupes pour qu'ils viennent traquer ces FDLR au pays. De bonne foi, Kabila avait accepté. C'est ce qui avait brouillé les cartes avec Vital Kamerhe, vous vous rappelez. Mais décidément, depuis que le Rwanda était venu pour traquer les FDLR, combien il a trouvé? Combien il a éliminé? Combien sont restés? Mais il est rentré, il ne les a pas trouvés. Mais maintenant que le Rwanda continue à insister sur cette bêtise-là et que la communauté internationale lui tend l'oreille, c'est qu'il y a un plan et le plan existe. Seul le régime n'a pas encore compris et c'est malheureux pour nous d'avoir un régime en place qui n'a pas encore compris. Et la solution, c'est la mobilisation générale. On n'a plus de choix. On n'a plus de choix parce que nous avons, au niveau du MDVC, il y a deux solutions. Et de ces deux solutions, malheureusement, le gouvernement n'est pas prêt. Nous ne comprenons pas pourquoi. Première solution, la mobilisation générale. C'est-à-dire, nous avons dit, parce que le MDVC peut très bien marcher, oui, mais seul le gouvernement, en tant qu'institution, a les capacités de mobiliser sur toute l'étendue du territoire national. Et dans le mémo, dans la déclaration du président Dr Justin, il a demandé au Premier ministre d'instruire les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a dans sa gestion les partis politiques. Plus de 800 partis politiques dans notre pays. S'ils les mobilisent tous, dans la rue, dans toutes les provinces. Crispin, vous avez assisté à des marches ici, du genre soutien au président Tshisekedi. L'Union sacrée marche pour... Vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous avez vu des marches où l'Union sacrée marche pour soutenir les FARDC ou pour dénoncer l'agression? Or, l'Union sacrée a des moyens. Nous sommes de l'opposition extra-parlementaire. C'est-à-dire, les autres
opposition parlementaire, au moins, ils ont les 21 000 $ par député. Mais le pauvre MDVC, qui se bat ça et là, n'a aucun député. À l'époque, face à cette situation qui s'était présentée, le président de la République d'alors, Joseph Kabila Kabange, avait convoqué les concertations nationales pour créer la cohésion nationale et bouter l'ennemi dehors. Est-ce qu'on peut revenir à cette stratégie? Oui, mais c'est un moyen. Mais malheureusement, il y a de l'orgueil en face. Il y a de l'orgueil en face. Parce qu'écoutez, regardez au sein de l'armée comment on se comporte. Parce que moi, j'ai analysé la fois dernière la question. J'ai dit à je crois, un acteur majeur de l'IDPS, je lui ai dit, vous avez commis de grandes bêtises en adoptant la rupture entre les FCC-Cash. Moi, j'ai été candidat à l'opposition chez Badi Bangassami, que je salue en passant. Mais je n'avais rien à défendre de Kabila. Mais je me dis sincèrement, pour avoir dirigé le pays pendant 18 ans, en tant que militaire, c'était une grosse bêtise qu'à 2 ans seulement, Tshisekedi se dise, je peux déjà marcher seul. C'était une grosse bêtise. Parce que vous dirigez un pays pendant 18 ans. Vous connaissez tous les enjeux de la région, de la sous-région, de la géostratégie, tout ça. Mais à 2 ans seulement, vous dites, je suis déjà grand, je peux marcher seul, je n'ai pas besoin de toi. C'est un danger. Or, au sein de l'armée, Crispin, nous sommes un pays post-conflit. Pourquoi? Parce que nous sommes encore régis par une constitution ici de Sun City. Ça signifie que nous sommes encore fragiles. Donc, ce qui fait que même au niveau de l'armée, il y a un problème par rapport à ça. On n'a pas encore réussi à avoir une armée républicaine. Ça signifie qu'au sein de l'armée, il y a encore des officiers qui sont redevables à Kabila. Bah oui, ils sont redevables. Soit ils ont été ensemble dans l'armée, soit ils ont eu de grandes promotions avec la bénédiction de Kabila. Mais quand vous voulez humilier Kabila, je ne parle pas pour lui parce que je ne suis pas de son obédience. Mais je me dis, je parle État. Et quand je parle État, j'évite les sentiments. Vous s'y passez. Ah oui. Et parce qu'un homme d'État, je l'ai toujours dit, il n'a pas d'état d'âme. Il a plutôt l'âme de l'État. Et moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'était une grosse bêtise. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Parce qu'au niveau de l'armée, regardez comment on met en place l'état de siège. Sous d'autres cieux, nous sommes en train de présenter, n'est-ce pas, des innovations, ce qu'on appelle en droit, je crois, les termes m'échappent. En droit, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire ce qui n'a jamais existé, jurisprudence. Voilà. Une jurisprudence ridicule. C'est-à-dire, c'est seulement dans notre pays où l'état de siège vous prend toute cette période d'ici. Parce que le législateur veut que ça soit de courte durée. Pourquoi? Parce qu'on suppose que, on dit, monsieur Crispin, peut-être que dans ton bureau, il y a des armes, on suspecte. Et on vous met dehors dans un moment donné, on va fouiller les bureaux. Si l'on ne trouve rien, on vous remet dans votre bureau. Alors, la solution maintenant, nous allons chuter par là. La situation que nous connaissons, la situation de guerre, doit être gérée avec l'âme de l'État. Absolument. Absolument. Regardez même au niveau de la mise en place de chef d'état-major. La loi vous dit qu'il faut nommer le plus gradé. C'est lui qui doit être chef d'état-major. Mais le plus gradé, il est connu. C'est Tango Fort. Aujourd'hui, il est 4 étoiles. Chiwewe est 3 étoiles. Alors, mais cette frustration-là peut nous coûter cher au niveau le plus bas de l'armée si on ne fait pas attention. C'est comme ça que nous disons, la gestion de l'État, comme vous le dites là, il faut sincèrement le gérer avec l'âme de l'État, pas avec l'état d'âme. La mobilisation générale de la population congolaise, la population doit aussi s'intégrer dans cette logique. Absolument. Parce que c'est une solution qui nous reste comme la diplomatie. Si nous faisons pas, si rien n'est fait, eh bien le plan est appliqué et les Congo disparaît. Bah oui. Seule la population peut arriver à faire réfléchir la communauté internationale à se ranger derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, toute cette communauté se range derrière le Rwanda. Ce n'est pas un secret, il faut le dire. Mais maintenant, comme la diplomatie politique a échoué, il faut qu'on mobilise. Mais malheureusement, le gouvernement ne le fait pas, on ne sait pas pourquoi. Nous avons proposé aussi, comme les autres tiennent à ce que nous dialoguons, ça sera difficile pour nous de dialoguer
alors que les autres ont, n'est-ce pas, des avancées en prenant nos territoires. Ils vont négocier avec nous. Il faut la requalification des accords. Ils vont négocier en position de force. Et ils vont nous imposer, n'est-ce pas, leur desiderata. Alors, il importe maintenant là que nous puissions aussi prendre un seul territoire chez eux. Qu'est-ce qui nous empêche? J'entends ici même certains partis de l'Union sacrée qui disent que Tshisekedi doit déclarer la guerre. Est-ce que Kagame l'a déclaré pour nous faire mal ici? Est-ce qu'il est vraiment important de déclarer la guerre pour défendre sa République? Mais non, on nous a pris Bunagana, on nous a pris Rutshuru, tapons sur d'autres 3 territoires là-bas. Renaud Guisseni. Comme ça, on va être en égalité. Ceux qui disent dialoguer, nous allons dialoguer. Si le Rwanda met la barre très haut, il va dire, si vous voulez que je quitte, faites ça. Et nous allons dire, faites ça aussi, ce fait que nous quittons. Mais aujourd'hui, le Rwanda va nous dire, si vous voulez que je quitte, faites ça, faites ça, faites ça. Et ce que nous allons faire, nous serons obligés de l'accepter malgré nous. Et ça va être dangereux pour la République. Merci beaucoup, Augustin Bissimois, secrétaire général du MDVC, de nous avoir apporté ces éclaircissements en rapport avec la situation de l'Est. La mobilisation générale s'impose. Il faut des décisions idoines, prises avec l'âme de l'État. Il faut se surpasser. Il faut prendre la main de tout le monde, créer la cohésion nationale autour de cette situation afin que l'unité nationale puisse sauver le plan machiavélique qui est monté contre la RDC. La balkanisation est à la porte. Il faudra que nous puissions nous surpasser. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Christ. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces programmes sur votre chaîne Télé 50. Je vous retrouve demain à 18 h sur votre chaîne. À bientôt.